nous recevons aujourd'hui l'auteur Clélia Renucci qui a sorti à la rentrée littéraire 2021 La Fabrique des souvenirs chez Albin Michel, mais qui s'était déjà fait connaître avec Concours pour le paradis, près du premier roman, et avant encore avait écrit un essai Libre d'aimer, toujours l'édition Albin Michel, en 2015. Bonjour Clélia. Bonjour Camille. Alors, j'ai bien cherché un point commun pour dire quelque chose d'intelligent, faire un lien pandérique entre les trois. J'ai eu un peu de mal. Je pense que c'est l'amour de l'art. Moi-même, j'y réfléchis souvent parce que je me demande pourquoi j'ai écrit ces 3 livres alors qu'ils ne se ressemblent pas vraiment. L'un, Libre d'aimer, si on aime la littérature, et j'aime la littérature, c'est un éloge de la littérature. L'autre, c'est un éloge de la peinture, Concours pour le paradis. Et le dernier, un éloge de la musique et du théâtre. C'est à peu près le seul lien que je pourrais trouver. Et il y a d'histoires, il y a de l'histoire dans chacun. J'en avais presque trouvé un, j'avais un peu honte de les dire, dans Libre d'aimer, qui est l'histoire des cougars, donc dans la littérature. Il y a des différences d'âge assez importantes entre des femmes d'âge mûr et les hommes dont elles tombent amoureuses, qu'elles séduisent, tu nous raconteras après. Et dans La Fabrique des souvenirs, il y a quand même 70 ans de différence. Ils ont tous les deux 30 ans, les protagonistes, Absolument. mais un vit en 2014 et l'autre vit en 1942. Voilà, ça c'était les T'as liens raison. que j'avais trouvés. C'est un bon lien aussi, ça peut fonctionner aussi, c'est intelligent. Tu nous fais un peu la présentation de La Fabrique des souvenirs, ton dernier roman. Absolument. Alors La Fabrique des souvenirs, ça commence par une vente aux enchères, une vente du soir chez Christie's. Et au lieu de vendre des tableaux, on vend des souvenirs aux enchères, puisque dans ce roman, on peut acheter et vendre des souvenirs aux enchères. Je fais remonter cette innovation technologique aux années 90, à la création de Google. Donc en fait, on vit dans notre monde contemporain, tel qu'on le connaît, avec nos applications, nos téléphones, etc. Mais j'ai ajouté une option en plus, cette vente aux enchères de souvenirs. Et à partir de ce principe, Gabriel, mon héros, un jeune homme dilettante et romantique qui travaille pour la radio de l'Académie française, qui a 30 ans, va, pour le compte de l'Académie française, acheter le souvenir d'une représentation de Phèdre en 1942 à la Comédie Française. Et au lieu d'écouter, il s'immerge dans le souvenir, et au lieu d'écouter les vers raciniens, eh bien, il va tomber amoureux de la nuque de la femme assise 2 rangs devant lui. Il ne va pas tomber amoureux immédiatement, mais en tout cas, ce dos, cette nuque, va l'interpeller. Et il va essayer de retrouver des souvenirs, d'abord de la même représentation, pour essayer de la voir de face, pour essayer d'entendre son prénom, pour connaître quelque chose d'elle. Puis, de souvenir en souvenir, il va retracer son destin, le destin de cette violoncelliste dans les années 20, qui règne sur Paris, qui est copine avec Arletty, qui vit sa vie avec beaucoup de liberté, qui a un amant, Giacomo, un luthier italien. Voilà, donc on est plongé à la fois dans notre univers, celui qu'on connaît, où nos téléphones nous envoient des notifications permanentes pour nous enjoindre à nous rappeler de tel ou tel très bon moment passé avec telle ou telle personne, il y a 3 ans. Donc ça, c'est la métaphore des souvenirs. Et ces années 20-30 à Paris. Je vais lire un extrait qui m'a particulièrement plu et qui m'a quand même aussi un petit peu fait froid dans les dos parce que j'y avais jamais réfléchi comme ça. C'était vertigineux, l'expérience les confirme, chaque individu perçoit et mémorise les événements de façon subjective. Prendre conscience de ces mises en abîme perpétuelles donnait les tournis à Sarah. C'est donc à l'infini que nous risquons de ne pas nous comprendre, de ne pas croiser les chemins de celui que l'on aime. Ça fait un peu peur. J'avais jamais réfléchi comme ça, mais en fait, Sarah, qui est, une coprotagoniste dans les romans, c'est une amie de Gabriel, qui a les béguins pour Gabriel, mais lui, bon, il est obsédé, il voit pas grand-chose. En écoutant les récits de ses souvenirs, elle se rend compte qu'elle n'a pas la même sensation. Oui. On est tous différents, c'est terrifiant, on peut vivre, mais c'est entre autres pour ça que j'avais envie d'écrire le livre. D'abord, j'avais envie d'analyser l'amour non réciproque de différentes manières, l'amour réciproque ou non réciproque, mais d'analyser toutes les facettes de l'amour. Et celui de Sarah pour Gabriel, il est particulièrement intéressant, puisqu'elle est amie de Gabriel, qui est lui-même fou amoureux de cette image du passé, de cette chimère, et elle essaye de le ramener sur Terre. Et c'est quand il lui présente des souvenirs de cette femme
ne le perçoit pas du tout de la même manière que lui. Et en fait, ça nous arrive tous les jours, j'ai l'impression. On peut se rater à quelques éléments près, en permanence. Comme je te disais, ça fait un peu peur Ah ouais, quand vous avez même. vu, Il y a une autre c'est facette. comme ça qu'il y a des beaux amours dessus. Il y a une autre facette dans ton livre de la mémoire qui est le devoir de mémoire dans les contes. En effet, il y a un passage assez touchant où une dame explique que sa petite fille ou sa nièce l'a convaincue à partager ses souvenirs. De partager ses souvenirs des camps. Ouais. Et en fait, ouais, c'est une femme très âgée qui raconte ça à l'un des protagonistes du roman. Et ouais, je pense que c'est aussi ce pourquoi j'ai eu envie d'écrire le livre. Enfin, je veux dire, c'est intéressant ce moment où je lui fais dire, et je pense que ça peut être vrai, que quand on se déleste de ses souvenirs, quand enfin on peut les partager, et là elle les partage au sens propre, c'est-à-dire que d'autres peuvent vivre ce qu'elle a vécu, en fait, ce partage lui permet d'alléger sa mémoire. Et donc, c'est quand même par l'autre qu'on survit, globalement. C'est par l'amitié, par la réciprocité, par la transmission, que soi-même, on se comprend mieux et que soi-même, on vit mieux, voilà, me semble-t-il. Je viens Donc le devoir de d'avoir mémoire, il est aussi, non seulement pour nous, qui vivons et qui n'avons pas vécu quelque atrocité que ce soit, pour nous forcer à nous en souvenir, mais aussi pour ceux qui les ont vécus, s'alléger un tout petit peu leur peine. Voilà, me semble-t-il. Je viens d'avoir une illumination sur un... si, j'ai été foudroyée justement. Oriane, je ne peux pas dire quel est le rapport, mais elle a un rapport avec un luthier italien, Giacomo. Et là, j'arrive, tu vois, je peux parler de concours pour les paradis. Un livre pour lequel il faudra que tu remercies quand même les Italiens comme moi, parce qu'on t'a mis grosso modo avec la réalité, le roman tout cru, tout. Absolument. Ah, ça, je remercie les Vénitiens. Il n'y a pas eu besoin d'inventer quoi que ce soit. C'est la fin de la Renaissance. Ah non, je n'avais rien inventé. Tout était. Mais même. Donc, on parle du concours pour le paradis. Peut-être on explique juste en 2 mots de quoi il s'agit. Le palais des Doges vient de brûler. On est à la fin de la Renaissance et le Doge ouvre un concours qu'il appelle Concours pour le paradis. C'est vraiment pour ça que j'ai eu envie d'écrire ce livre. L'existence même d'un concours pour le paradis m'a fait rêver. Et ce concours pour le paradis, c'est en fait un concours de peinture pour représenter le paradis dans la salle du Grand Conseil du Palais des Doges qui vient de brûler. Le Doge de l'époque pensait que le concours durerait 3 ans et que vite la toile serait mise sur le mur. Et pas du tout, parce qu'en plus c'était très fréquent les concours de peinture à Venise. Et pas du tout. C'est une histoire qui va durer 20 ans. On est en plein dans la contre-réforme, donc les catholiques ont besoin politiquement de se réaffirmer. Donc représenter le paradis à cette époque, ça n'est pas anodin. Donc Rome s'en mêle, les mécènes essayent de placer leurs poulains, les courtisanes s'en mêlent un peu aussi évidemment parce qu'on est à Venise, et Tintoret, Véronèse, et puis d'autres artistes vénitiens moins connus aujourd'hui, mais si on va à Venise, en fait, leurs toiles sont partout, participent à ce concours. Qui dure à la fin 20 ans. 20 ans. On est italien. 3 doges. Ou on n'est pas. Exactement. Alors, ça, ce sont tes deux... Et là, les figures historiques elles-mêmes, Tintoret, Véronèse, ils avaient des personnalités tellement romanesques en soi que c'est vrai que j'ai quasiment rien ajouté. C'est les Italiens, ils sont merveilleux. C'est les Italiens. Là, on parle de tes 2 romans. Mais en fait, tu as commencé à publier en tant qu'essayiste. Eh oui. Alors, comment on passe déjà d'un essai à un roman? Grâce à mon éditrice. Elle trouve ça ridicule que je continue à dire ça, mais elle se rend pas compte du rôle qu'elle a joué pour moi. Parce que moi, je suis professeur de français, donc toute ma vie, j'ai fait des dissertations, et en faisant mes dissertations, j'avais l'envie de publier. Mais de publier des essais, des travaux de critique littéraire, d'analyse des œuvres, et en plus des œuvres du 19e, enfin ce que j'ai fait dans cet essai d'ailleurs, sur les cougars dans la littérature. Et c'est mon éditrice qui m'a dit, mais quand même, essaye, est-ce que tu as une idée de roman? Et bien sûr que j'en avais aussi, mais j'aurais pas osé. Donc c'est grâce à elle. Et c'est pas si facile. C'est-à-dire que pour Concours pour le paradis, j'avais beaucoup de documentation, beaucoup de recherches à faire. Ça m'amuse beaucoup, c'est ce que j'aime faire à la folie. Et une fois que j'avais mes fiches compilées, mes chronologies et tout, je me disais, non mais attends, faut pas que ce soit un essai justement, faut que ce soit romanesque. Et donc il y a eu un moment, j'ai senti un déclic, où j'ai réussi à oublier tout ce que j'avais appris et juste à me lancer dans le roman.
Tu es très jeune. En 2015, tu étais encore plus jeune. Oui, pourquoi je me D'où suis une intéressée. femme si jeune sort le truc des cougars. Ça, c'est encore une autre histoire. C'est drôle parce que tous ces livres partent vraiment d'anecdotes. C'est toujours anecdotique, mais donc à l'époque, je travaillais dans la publicité. Et dans la publicité, on s'intéressait au monde qui nous entoure. Et il y avait Madonna qui était en permanence sur des yachts avec des gens beaucoup plus jeunes qu'elle, qu'on appelait des toy boys. Il y avait Demi Moore qui sortait avec Ashton Kutcher. Donc je vous parle d'un temps. Je me rappelle. Il y a longtemps. Et moi, je lisais Balzac. Et je me suis dit, mais c'est fou. Je lisais, je sais plus lequel, peut-être La Duchesse de Langeais. Enfin, non, de toute façon, quel que soit le Balzac de la comédie humaine, il y a toujours une cougar. Et ça m'a sauté aux yeux. Et je me suis dit, mais il faut absolument, moi qui aime tant la littérature et qui aime la modernité, il faut faire se rencontrer ces deux univers et donc écrire les cougars dans la littérature. Et pas que Balzac. Hein. Ah, mais il y a tout le monde après. Zola, Doris Lessing, Colette, Daudet, Musset, Zweig, François Sagan. Mais bien sûr, du 18e à aujourd'hui, la littérature regorge de personnages féminins attirés par des hommes plus jeunes. Notre président en est un exemple. Je veux dire, il n'y a pas que la littérature, quoi. C'est aussi la vie. Mais je ne sais pas pourquoi on a inventé ce mot cougar, qui était quand même... Qui est récent. qui était à peu près à ce même moment de Madonna et tout. C'est-à-dire le début des années 2000. Ce mot est très récent. Et la signification pour ce mot aussi est quand même assez négative, non? Quand on étudie cougar, même quand on voit la définition dans le dictionnaire. Bon, le dictionnaire du petit Robert qui a pris la définition, là, ils sont assez précis. Ils disent juste que c'est un décalage d'âge de 8 ans. Je sais pas pourquoi ils ont pris ces 8 années, mais peu importe. Mais dans les articles de journaux, enfin, on voit les femmes prédatrices, c'est associé à un animal américain, le puma, enfin un jaguar local, quoi. Donc, ouais, un prédateur. Or, la littérature nous le montre, ces femmes, elles sont autant séduites que séductrices. Il y a des séductrices sublimes. Il y a Gina dans La Chartreuse de Parme qui séduit le petit Fabrice Del Dongo, qui est son neveu en plus, au passage. mais il y a surtout des femmes séduites comme Madame de Rênal dans Le Rouge et le Noir, qui, elle, ça lui tombe dessus, cet amour adolescent qui essaye enfin, qui la submerge. Et elle découvre l'amour pour la première fois, en fait, grâce à Julien Sorel. Donc c'est assez beau. C'est aussi des femmes mariées du 19e qui s'ennuyaient, qui mari-mère ou je ne sais quoi, et qui avaient le droit à rien, même pas à lire des livres, et qui tout à coup voient un jeune adolescent qui devient fou d'elle. Adolescent, c'est parce qu'ils ont 16-17 ans, mais et qui devient fou d'amour pour elle. Et puis, bon, souvent elles sont délaissées, mais ça pourrait faire des belles histoires d'amour. Alors, j'hallucine parce que tu es en train de me redonner envie de lire Balzac. Ah oui, ça c'est vraiment bien, Balzac. Et ben, juste avant de nous quitter, tu nous promets qu'il viendra dédicacer les prochains. Ah bah oui, avec grand plaisir. Merci, On partira Clélia. à Rome pour le prochain. Oui. Merci.